Les années 2000, 25 ans de lutte, un virage à négocier. L'an 2000 marque un moment charnière dans l'histoire du RAC. L'organisation célèbre ses 25 ans d'existence, un quart de siècle de mobilisation, de revendications et de victoires. Mais cette année symbolique est aussi celle d'un départ, celui d'Yves Fleury, directeur général depuis plus d'une décennie. Écoutons-le nous parler de sa plus grande fierté. Que les gens étaient motivés. Puis Dieu sait que c'est pas, tu sais, tu peux pas dire c'est un chapitre de réalisation parce que le RAC, tu pousses des affaires des fois que ça prend des années avant que ça arrive. Mais les gens étaient toujours très motivés. Sous sa direction, le RAC a consolidé ses bases, élargi son réseau et porté haut la voix des personnes aveugles et amblyopes. Le début de son mandat a été marqué par un contexte favorable. L'État-providence se déployait, les services publics s'étendaient et les revendications sociales trouvaient un écho dans les politiques gouvernementales. Mais à partir du milieu des années 1990, le vent tourne. Le gouvernement de Lucien Bouchard arrive au pouvoir en 1996 et il amène l'idée du déficit zéro. L'État québécois doit moins dépenser, il faut couper et évidemment, la santé et les services sociaux en font les frais. Les gouvernements successifs, culminant avec celui de Jean Charest élu en 2003, confirment cette ère de compression budgétaire. Les coupes pleuvent, les programmes sociaux sont fragilisés. Face à ce nouveau paysage, le RAC doit s'adapter. Il ne s'agit plus de revendiquer des nouveaux droits, mais de protéger ceux déjà acquis. L'heure est à la vigilance, à la défense des acquis, à l'optimisation des ressources. Le ton change, mais la mission demeure. S'assurer que les personnes vivant avec une déficience visuelle ne soient pas les grands perdants de cette nouvelle ère d'austérité. Lire, c'est exister, la naissance du SQLA. À la croisée des années 1990 et 2000, les personnes handicapées visuelles du Québec avaient 3 options pour accéder à la lecture. La bibliothèque de l'INLB, la magnétothèque et l'INCA. Alors que le Québec se transforme, les instances publiques rêvent d'un guichet unique pour accéder à la lecture. Personnellement, je ne sais pas ce que je ferais sans la lecture. Un sentiment que partagent de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes. C'est pourquoi cette idée de changement inquiète beaucoup les lectrices et les lecteurs handicapés visuels qui ont peur que les services se détériorent et nuisent à leur accès à la culture. Lire, ce n'est pas seulement s'informer, c'est comprendre le monde, participer à la culture, exercer sa citoyenneté, c'est exister pleinement. Afin de s'assurer que le droit de la lecture des personnes handicapées visuelles soit protégé, le RAC s'implique activement dans la création de ce fameux guichet unique. Commencent alors de longues années de négociations, de compromis, de réunions. 19 au total entre le RAC, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'Institut Nazareth et Louis Braille, la Magnétothèque, le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Grande Bibliothèque du Québec. Le 1er novembre 2001, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, le Service québécois du livre adapté est officiellement lancé en présence de la ministre Agnès Maltais. Ce moment marque une avancée majeure dans l'histoire des bibliothèques spécialisées au Québec. Une avancée? Rien n'est moins sûr. Parlons plutôt de changement majeur. Le SQLA regroupe les services de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de la Magnétothèque, concrétisant enfin le fameux guichet unique tant espéré par les fonctionnaires du ministère de la Culture. Malgré tout son travail de représentation et de négociation, les craintes du RAC se sont avérées fondées. Dès son lancement, le SQLA suscite des frustrations. Les usagers se heurtent à des boîtes vocales labyrinthiques, à des procédures complexes, à des délais de livraison interminables. Le progrès, ici, semble avoir oublié l'humain. Fidèle à lui-même, le RAC ne baisse pas les bras. Il écoute, il documente, il revendique. Il devient le porte-voix de celles et ceux pour qui lire est une nécessité, pas un privilège. Ce sera le début d'une longue histoire de collaboration, parfois tendue, souvent constructive, entre le RAC et la SQLA.
Il faudra attendre 2005 pour que le service se stabilise, mais dès le départ, une chose est claire, l'accès à la lecture est un droit, et le RAC veillera à ce qu'il soit respecté. Leçon qui montre le chemin. L'hiver 2003 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'accessibilité au Québec. Après des années de consultations, de tests sur le terrain, de discussions techniques et de plaidoyer, le ministère des Transports du Québec adopte une norme provinciale encadrant l'installation des signaux sonores. Cette norme, intégrée au tome 5 sur la signalisation routière, a été grandement influencée par le travail du RAC et de ses collaborateurs. Les municipalités qui veulent installer des signaux sonores doivent obligatoirement la respecter. Avec cette norme, un signal sonore ne doit plus seulement indiquer quand traverser, il doit aussi permettre de garder son enlignement. Pour cela, un simple haut-parleur au-dessus du bouton d'appel ne suffit plus. Il faut des dispositifs plus complexes, des cornets installés de chaque côté de l'intersection, alignés avec la traversée piétonne. Lorsque le signal est activé, les sons alternent d'un côté à l'autre, une innovation des années 90, guidant la personne aveugle ou malvoyante en ligne droite, comme un fil de vie sonore tendu à travers la rue. Cette innovation crée cependant un problème de taille. Les signaux sonores de la Ville de Québec ne sont pas conformes à cette norme. La Ville de Québec est catégorique. Elle ne remplacera pas l'ensemble des signaux sonores sur son territoire par des signaux sonores respectant la norme. Elle n'en a pas les moyens. En effet, installer des signaux sonores à la norme coûte cher. Une ombre plane au-dessus des droits des personnes handicapées de la capitale nationale. Les spécialistes en orientation et mobilité de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec questionnent l'obligation de ces niveaux signaux normés, contrairement à leurs consoeurs et confrères de l'Institut Nazareth et Louis Braille dans le Grand Montréal. Les Nordiques ont peut-être quitté la patinoire, mais la rivalité Québec-Montréal continue vraisemblablement d'exister. Débute à ce moment plus de 10 ans de tensions entre associations et entre spécialistes de Montréal et de Québec. Ces tensions culmineront au début des années 2010. Une voix au guichet, Desjardins et le RAC. Au début des années 2000, une révolution bruyante s'amorce dans le monde bancaire. Les institutions financières commencent à explorer les possibilités de la synthèse vocale pour rendre leurs services plus accessibles. Et parmi elles, un partenaire de longue date du RAC refait surface, Desjardins. Le RAC et Desjardins ont déjà une longue histoire de partenariat, mais en 2000, l'enjeu est d'une portée nouvelle, permettre aux personnes aveugles et malvoyantes d'utiliser un guichet automatique en toute autonomie. En 2004, Desjardins lance un projet pilote. 50 points de service à travers le Québec sont équipés de guichets parlants. Et qui mieux que les premiers concernés pour les évaluer? Le RAC est invité à mobiliser ses membres pour tester ces nouveaux dispositifs, donner leur avis, suggérer des améliorations. Ce partenariat ne se limite pas à une simple consultation. Il incarne une vision partagée, celle d'un monde où la technologie ne crée pas d'exclusion, mais ouvre des portes. L'implantation des guichets vocaux s'étendra progressivement de juin 2004 à décembre 2006, marquant une avancée concrète vers l'inclusion financière. Briser le mur du numérique. Qui ne se souvient pas de ce son que nous entendions lorsque nous décrochions le téléphone sans savoir que quelqu'un utilisait l'Internet? Un son du passé, un son oublié. Aujourd'hui, si le RAC est reconnu comme l'un des chefs de file québécois en matière d'accessibilité numérique, il ne faut pas oublier que cette expertise patiemment construite est le fruit de plusieurs années d'engagement et d'innovation.
Au tournant des années 2000, le numérique prend une place croissante dans la vie quotidienne, mais pour les personnes ayant une déficience visuelle, cette évolution s'accompagne de nouveaux obstacles. Les plateformes numériques sont souvent conçues sans tenir compte de leurs besoins, entraînant une exclusion numérique systémique. Les développeurs, peu sensibilisés à ces enjeux, ignorent trop souvent les principes d'accessibilité dès la conception. Face à cette réalité, le RAC lance en 2006 un projet visionnaire, Ambassadeur du Web. À une époque où l'accessibilité numérique demeure un concept flou pour la majorité des organisations, l'organisme prend les devants. Il forme, sensibilise et mobilise. Il outille des personnes aveugles et amblyopes pour qu'elles deviennent des porte-voix d'un web inclusif. Il crée un véritable mouvement. Un tournant majeur survient en 2009. Le ministère des Services gouvernementaux, en collaboration avec l'Office des personnes handicapées du Québec, initie un projet ambitieux, élaborer un standard d'accessibilité pour les sites web des ministères et organismes publics. Pendant 2 ans, un comité interministériel se réunit chaque mois. Il analyse plus de 1500 commentaires, affine les exigences, débat et propose. Une règle guide les échanges. Toute critique doit être accompagnée d'une solution. L'objectif est clair, faire du web un espace sans barrière, accessible à toutes et à tous. Pendant ce temps, le RAC poursuit son travail avec rigueur, soutenu par Jean-Marie Damour. Bien qu'il ne soit plus à la direction de l'organisme depuis longtemps, M. Damour continue de s'impliquer bénévolement. Devenu expert en accessibilité numérique, il représente une ressource précieuse pour l'association. Le RAC veille, interpelle, forme. Il rappelle que l'accessibilité numérique n'est pas un luxe, mais un droit fondamental, que l'exclusion numérique est une forme contemporaine d'injustice et surtout, il attend avec détermination l'adoption officielle du standard en cours de développement. Petite pause dans le récit pour souligner ceux qui ont porté le flambeau du RAC durant les années 2000. À la présidence, Richard Lavigne, Guy Robitaille, Brigitte Carrier, Pascal Dussault, Pierre Croisetière et André Dubois. À la direction, Yves Fleury, André Michaud, André Vincent, Véronique Vézina et Florence Pardo.